Nous allons faire la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. Il nous faut le plus grand des guerriers. Il est dit qu'un héros en quête de gloire. Ils attendent ma venue. Partout, on est entouré d'histoires. N'importe quel édifice, n'importe quel objet parvenu jusqu'à nous a une valeur historique. Plus ces objets sont anciens, plus ils attirent l'attention des gens. C'est pourquoi, parmi les dites antiquités, on rencontre beaucoup de faux. Aujourd'hui, il est bien connu qu'il existe des faux tableaux, des faux bijoux, pièces de monnaie et sceaux. On a trouvé nombre de faux documents et de faux manuscrits. Mais peu de gens sont au courant qu'il y a aussi des faux parmi des célèbres monuments historiques et archéologiques. Certains de ces monuments sont même déclarés appartenant au patrimoine historique mondial. Plus la falsification est énorme, plus il est facile de persuader les gens de l'authenticité de ce faux. Depuis déjà plusieurs siècles, la plupart des gens apprennent l'existence de la Grande Troie, de l'épopée d'Homère, l'Iliade. L'épopée a été appelée Iliade parce que les Grecs avaient nommé cette ville Ilion. On croit que la guerre de Troie a eu lieu au XIIIe siècle avant notre ère. Les historiens affirment que Homère n'était pas le contemporain de cette guerre, il a vécu 700 ans plus tard. Il aurait composé son épopée d'après des traditions orales et des chants des chanteurs errants. Il est absurde de croire que les vestiges situés sur ce territoire sont des ruines de l'ancienne Ilion. Par exemple, les archéologues nous invitent à croire qu'autrefois, à cet endroit, se situait l'entrée de la ville, et que jour après jour, cette entrée était franchie dans les deux sens par de lourds chariots. Mais on sait que suite à l'usage prolongé, n'importe quelle route devient sillonnée d'ornières. Par exemple, voilà de quoi a l'air une route en pierre dans la ville ancienne Choufoutkale en Crimée, sur laquelle pendant une longue période ont réellement roulé des chariots. Bien sûr, la profondeur de l'ornière dépend de la dureté du matériau utilisé, mais il est impossible que la route se soit conservée dans cet état idéal. Ici, il n'y a ni ornière laissée par les roues, ni trou laissé par les sabots de bétail, ni aucun autre signe de détérioration qui généralement apparaît sur les routes. La pente raide rend le passage des chariots chargés pratiquement impossible. De plus, la route bute sur un mur. On a le sentiment que personne n'a jamais emprunté ce passage et que cette route, ce n'est qu'une décoration théâtrale. Et ceci est une autre construction curieuse, située sur le territoire du complexe archéologique. Ce mur rend visibles les couches qui composent le bâtiment. Les archéologues affirment que la fondation du bâtiment a été faite 2000 ans avant notre ère. La plaque ne précisait pas en quelle période ont été posées les couches supérieures. Notez que pour des raisons inconnues, le bâtiment est couvert d'une tente. En répondant aux questions des touristes étonnés, les guides disent que par ce moyen, on protège le bâtiment de la pluie. En effet, les briques sont composées d'un matériau tellement fragile qu'elles se désagrègent quand on les touche. Une bonne pluie peut les transformer en un tas de boue. Mais comment pouvait-on y habiter et pourquoi a-t-on construit l'habitation d'un matériau aussi peu solide? Quand on examine attentivement ces ruines, il devient clair qu'en vérité ce ne sont pas des vestiges d'une ancienne construction, mais une décoration réalisée pour pas cher et vite faite pour les touristes. Et ceux-ci sont des fragments d'anciens tombeaux. On croit que c'est également ancien de plusieurs milliers d'années.
Il est étonnant comment les anciens maçons ont réussi à découper les blocs de marbre et les dalles de pierre aussi idéalement droits pour revêtir le tombeau. Encore plus étonnant, avec quoi les ont-ils découpés? La qualité de revêtement de cet ancien tombeau est presque la même qu'on peut voir sur les bâtiments modernes. Toutes ces bizarreries et contradictions suscitent chez les spécialistes des doutes concernant l'authenticité du trésor. Même de nos jours, certains chercheurs sérieux considèrent la découverte de Troie comme une mystification et Schliemann comme un rêveur effronté, en d'autres termes, un imposteur. Mais si en réalité il ne s'agit que d'une fortification militaire ordinaire, au nom de quoi les archéologues ont organisé cette mystification retentissante? Au nom de la gloire et de l'argent? Peut-être ont-ils aussi agi dans les intérêts de quelqu'un d'autre qui était derrière tout ça? Il est difficile de répondre à cette question aujourd'hui, mais pour les historiens de l'école de Scaliger, ce faux grandiose est tombé juste à temps. Afin de persuader complètement les touristes qu'il se trouve en effet sur le territoire de la Grande Troie, à l'entrée du complexe archéologique, on a construit un énorme cheval en bois, à l'intérieur duquel adorent monter les voyageurs du monde entier. Pendant de longues années, la question de l'emplacement de la Grande Troie hantait les esprits des scientifiques, des aventuriers et de simples lecteurs du poème d'Homère. Tôt ou tard, quelqu'un aurait deviné que Troie est en réalité la Constantinople médiévale. Il n'y avait qu'un seul moyen d'arrêter ces recherches. Trouver sur les rives du Bosphore des ruines et les désigner comme les ruines de Troie. Cette tâche a été résolue avec succès grâce à Schliemann. Les recherches de la véritable Troie se sont arrêtées pour de longues années. En revanche, la colline Isarlik est maintenant prise d'assaut par des touristes crédules. De partout dans le monde ne cessent d'arriver les voyageurs qui souhaitent voir de leurs propres yeux la ville décrite par le grand Homère.